Je vous présente aujourd'hui notre 389e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors nous allons commencer par une question intéressante. Le Conseil constitutionnel vient de valider la déchéance de nationalité. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je pense que c'est une sanction efficace, beaucoup plus efficace que ne le serait la fameuse indignité nationale, qui permettra bien sûr de revenir un petit peu sur les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale et de lutter, comme j'ai entendu ce matin une bonne femme du parti de gauche, contre les fascismes religieux. Parce que maintenant, c'est devenu un fascisme. Le djihadisme est un fascisme. Il n'y a pas de problème. Et les fascismes religieux, ça vise tout le monde, hein, après tout. De la même manière qu'on parle beaucoup des attentats, enfin des agressions qui se produisent contre les locaux musulmans. On ne dit pas ce que c'est d'ailleurs, si c'est un tag ou un caillou ou n'importe quoi, mais on ne parle jamais des églises. De la même manière, les femmes, n'est-ce pas, vont montrer leurs nichons dans les églises catholiques, mais elles ne vont jamais dans les mosquées, ni jamais dans les synagogues. Voilà, ça aussi, ce sont des réalités qu'il faudrait avoir le courage de regarder en face et les ayant regardées, les décrire. Bon, alors, ça met en cause quoi? Ça met en cause la double nationalité. Et là, beaucoup de nos immigrés sont des doubles nationaux, qui ont eu la nationalité française, mais qui gardent leur nationalité d'origine. Par conséquent, moi je dis, ce sont des demi-français. En fait, ce sont des Français à demi-part. Et ces Français à demi-part, je ne suis pas sûr de leur loyalisme. Imaginons par exemple qu'il y ait une guerre, une hypothèse détestable, mais une guerre entre l'Algérie et la France. De quel côté seraient les binationaux franco-algériens? Si j'en crois l'attitude qu'ils ont dans les matchs de football entre la France et l'Algérie, il y a de quoi s'inquiéter. Bon, enfin... En effet. Alors, suite aux effets Charlie, la ministre de l'Éducation, Najat Belkacem, a exposé les nouvelles réformes de l'éducation nationale hier, lors d'une conférence de presse. Une charte de laïcité sera désormais signée par les élèves et leurs parents afin de transmettre les valeurs républicaines à l'école. Tout cela aura bien sûr un coût, estimé à un peu plus de 250 millions d'euros. Quel est votre avis à ce propos ? Tout ça sont des gesticulations. Il n'y a pas un seul ministre de l'Éducation nationale qui ne s'est pas cru obligé d'introduire une réforme quelconque. Alors certes, il est sûr que la dégradation de la situation dans les classes de l'Éducation nationale a de quoi inquiéter. Bon. Mais encore une fois, il faut rétablir l'autorité, nous dit-on. Ben oui, mais l'autorité, c'est en quelque sorte la synthèse d'un certain nombre de qualités. La première d'entre elles, d'ailleurs, pourrait être la tenue vestimentaire et le look, si j'ose dire, en employant ce mot de franglais. Quand le professeur, l'instituteur a la tignasse mal lavée et le jean usé aux genoux et des savates, il est évident qu'il n'inspire pas le respect. Alors par conséquent, les professeurs devraient se donner comme devoir d'avoir une tenue impeccable, parce qu'ils sont des modèles, parce qu'une grande partie de l'éducation passe par le mimétisme. On essaye de ressembler à ce qui vous paraît supérieur à vous. Et quand le maître délivre son enseignement, il doit être parfaitement impeccable sur le plan physique et mental, si possible. Oui, bien sûr. Alors, Koulibaly, le tueur de la policière de la porte de Châtillon, puis des gens qui étaient dans l'hypercachère, sera enterré en France, sachant que les autorités maliennes refusent de recevoir sa dépouille. Qu'en pensez-vous? Il me semble qu'il est français, je crois. Il était double national, il était franco-malien, mais enfin, il est français. Et puis, nous ne sommes pas dans un univers magique. On ne va pas se venger sur les cadavres. Par conséquent, le cadavre de, comme disait Brasillac, le sang qui a coulé est toujours un sang pur, même si c'est un sang d'assassin. Bon, par conséquent, Koulibaly a droit à une tombe. Voilà. Cette querelle sur ce sujet me paraît indécente. Merci. Alors, du fait de l'évolution du plan Vigipirate en écarlate, plus de 10 000 soldats ont été réquisitionnés. La démilitarisation revue de ce fait légèrement à la baisse. Croyez-vous en l'efficacité de l'augmentation de nos forces de l'ordre sur les lieux dits sensibles?
Mais écoutez, il écarlate, il rougit. Il rougit de quoi? De timidité, de honte? Moi, je pose la question, mais est-ce que les militaires qui patrouillent en tenue camouflée, est-ce que leurs armes sont approvisionnées? On se pose la question, en effet. Parce que, vous comprenez, si elles l'étaient, quel risque de bavure, vous vous rendez compte? C'est vrai, dans la foule, il faut dire la vérité, que des gens inexpérimentés, qui sont habitués à tirer sur des cibles qui sont bien définies en face, en principe, c'est ça l'armée. Là, dans la foule, par exemple, à Orly ou à Roissy, un djihadiste qui s'enfuit, si jamais la patrouille tire, alors là, il peut y avoir un carnage. Alors on hésite entre le fait de les promener, ce sont des gesticulations. On fait semblant dans tous les domaines, on ne s'attaque pas aux fondamentaux. Et pendant ce temps-là, le torrent migratoire continue d'entrer dans le pays, comme depuis 40 ans, à la cadence de 300 000 légaux par an. Bon, par conséquent, on ne résoudra pas aucun de nos problèmes avant d'avoir résolu les problèmes de base. Oui, alors toujours au sujet de nos soldats, plusieurs anciens soldats français, membres des forces spéciales, ont été repérés parmi les djihadistes de Syrie et d'Irak. Êtes-vous étonné? Non, j'ai déjà vécu cette situation. En Algérie, bien qu'il y avait dans l'armée française 4 fois plus d'Algériens que de Félagas, il n'en reste pas moins qu'ils sont restés fidèles tant que la France a manifesté sa volonté d'Algérie française. À partir du moment où elle a commencé à évoluer vers l'indépendance, il est évident qu'un certain nombre de gens ont préféré prendre la poudre d'escampette. Mais je signale que des gens comme Ben Bella étaient d'anciens sous-officiers brillants d'ailleurs de l'armée française. Il n'était pas le seul dans les chefs FLN. Oui, alors Nicolas Sarkozy, quant à lui, propose de prendre en compte les heures supplémentaires des policiers. Alors, sachant que bon nombre d'entre eux en comptent des centaines jusqu'à ce jour, qui ne sont toujours pas rémunérés. Que veut-il dire par là? Leur rembourser les arriérés? Je pense que oui. N'est-ce pas, M. Sarkozy est en campagne électorale. Par conséquent, il ne s'épargnera aucune promesse, oui, ni aucune critique, y compris des positions qu'il a lui-même soutenues quand il était président ou ministre de l'Intérieur. Alors Manuel Valls, quant à lui, comparait ce mercredi les inégalités de la société française à l'apartheid. Quelle est votre réaction? Écoutez, on lui fait là-dessus une querelle sémantique qui me paraît pas très saine. Moi, j'ai compris ce qu'il a voulu dire, même s'il a des responsabilités importantes dans la situation actuelle. Mais il a voulu dire que des communautés se constituaient de façon séparée, en fait, et qui était un apartheid de fait. Alors, l'apartheid est décrit comme une abomination de la désolation par un certain nombre d'imbéciles, y compris de droite, n'est-ce pas? Alors que c'était une politique de développement séparé. On peut la contester, elle a été contestée d'ailleurs, et elle a été renversée, si j'ose dire. Mais c'était au départ une volonté de promotion des deux communautés. On peut juger cela de plus ou moins sévèrement, mais on ne peut pas trahir la pensée de ceux qui l'avaient élaborée. Mais alors revenons comme souvent à la question du service militaire. Doit-il, selon vous, être obligatoire? Nous n'avons pas actuellement les moyens financiers de mettre sous les drapeaux tous les jeunes. Non seulement les jeunes gens, mais alors les jeunes filles. C'est la raison. En plus, le service de 3 mois, c'est une hypothèse ridicule. Moi, j'avais proposé depuis longtemps déjà un service militaire volontaire de 6 mois, ouvert aussi bien aux garçons qu'aux filles. 3 mois devaient se passer dans la caserne, c'est-à-dire l'entraînement, la discipline, l'organisation, et l'étude de l'armement, les tirs, etc. Et 3 mois dans la campagne avec des tentes crapahutées un peu. Bon, ces garçons et ces filles devaient servir de réserve, en effet, alimenter la garde nationale qu'aurait chaque département ou chaque région. C'est une politique, ça. Ce qui nous est proposé là, ce sont des billevesées,
n'est-ce pas? Ce sont encore une fois des gesticulations verbales. On propose un service de 2 ou 3 mois, pourquoi pas 2 semaines, enfin bref, on veut dire quelque chose, mais on ne veut pas faire quelque chose de concret et d'utile. Alors, êtes-vous solidaire des chauffeurs routiers qui réclament une hausse minimale, enfin en tout cas leur syndicat, la CFDT notamment, leur réclame pour eux une hausse minimale de 5%. Eux se satisferaient de 3,5%. Les soutenez-vous ? Écoutez, mon soutien ne leur apportera pas grand-chose. Je les laisse libres de leur action syndicale. Si elle est aussi générale qu'elle paraît, elle doit avoir quand même une base de légitimité. Mais on le sait très bien, l'établissement du salaire, c'est à la suite d'une discussion entre le patronat, les syndicats et éventuellement l'État s'il veut mettre son grain de sel. En l'occurrence, je regarde tout ça, mais j'ai d'autres préoccupations, je dois le dire. Alors là-haut, la Banque Centrale Européenne va racheter un massif d'actifs. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Quel est son objectif? Et quid de son efficacité? Écoutez, on a dit ça de façon beaucoup plus claire. On a dit que la BCE, reniant en quelque sorte ses positions précédentes, va faire marcher la planche à billets. On va imprimer des euros, ils vont en imprimer des 1000 milliards qui vont être distribués dans l'intention de créer un phénomène économique d'inflation. D'habitude, Madame Merkel, la mère Merkel, voulait au contraire lutter contre l'inflation. On a tellement lutté contre l'inflation qu'on est au bord de la déflation. Bon. Alors, pour endiguer ce phénomène de déflation, eh bien, la BCE se résout à piétiner ses engagements précédents et ses principes et à faire comme la Banque fédérale américaine, qui imprime du dollar à tire-larigot, eh bien, elle va faire pareil. Alors donc, ça veut dire quand même que vos euros vaudront de moins en moins cher, puisque leur référence à une valeur économique ne cessera de diminuer au fur et à mesure qu'on imprimera d'abord 1000 milliards, puis 2000 milliards, puis 3000 milliards. Après tout, où allons-nous de ce côté-là? Alors, selon le pape François, les catholiques doivent cesser de se reproduire comme des lapins. Que pensez-vous de cette petite phrase? J'espère que ce n'est pas à destination de l'Europe ni de la France que ce discours a été fait, mais il est vrai que c'était de l'autre côté du monde. Peut-être dans des endroits où les familles catholiques ont beaucoup d'enfants. Aux Philippines? Peut-être aux Philippines, oui. Ah, c'est aux Philippines, c'est ça. Eh bien, écoutez, ça me paraît une phrase assez malheureuse dans la bouche d'un pape. Ça n'est pas son rôle, ça. Son rôle serait à Rome, à Paris, à Berlin ou ailleurs, de dire que, en effet, il faut que les familles soient nombreuses si elles veulent projeter un avenir crédible. Alors, l'effet Charlie, plus de 3000 chrétiens assassinés au Nigeria le week-end passé. Que faire contre ce déchaînement de violence? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est que les libertés, moi je suis pour la liberté, elles comportent des risques. Mais des gens sensés mesurent les risques que peuvent faire courir un certain nombre d'initiatives hardies, si j'ose dire, quand elles ne sont pas provocatrices, dans la conjoncture donnée actuellement. En effet, la mise en cause de Mahomet peut avoir en effet des conséquences dramatiques dans des endroits que nous ne contrôlons pas du tout. Et ce sont des malheureux chrétiens qui, à 5000, 10 000 kilomètres d'ici, sont égorgés parce que M. Luz a fait un dessin de première page. Alors, vos lectures, Jean-Marie Le Pen, notamment une de Michel Houellebecq, dont vous vouliez nous parler. Ah oui, je vais d'abord vous parler de la première, qui est un livre qui s'appelle La France conquise. C'était le titre d'un livre écrit par M. Émile Flourens, qui a été un conseiller d'État, ministre des Affaires étrangères, qui est, je crois, l'arrière-grand-père de Bruno Gollnisch.
qui d'ailleurs, au début de sa carrière politique, portait le nom Gollnisch-Florenz. Florenz étant aussi le nom d'un célèbre communard, un chef communard, dire qu'une famille qui était pleine de gens de premier plan. Et la Franche-Conquise, c'est une dénonciation assez féroce du rôle joué par le roi d'Angleterre Édouard VII, qu'il rende responsable du déclenchement de la Première Guerre mondiale, et plus exactement la dénonciation de la soumission de la politique française, y compris à travers des gens comme Clémenceau, à la politique anglaise. Voilà. Ça, c'est intéressant, c'est un livre, je dirais, de base culturelle. Et puis, j'ai lu le livre de M. Houellebecq, qui est Soumission. Pendant un tiers du livre, M. Houellebecq parle de sa quéquette. Ça lui pose des tas de problèmes, et il essaye de la mettre où il peut, etc. Il doit se déplorer de sa médiocrité, mais bref, ça l'interpelle, on peut dire. Bon. Et pour le reste, il a imaginé, somme toute, une situation qui n'est pas du tout invraisemblable, c'est l'arrivée au pouvoir d'un président musulman. Président musulman qui ne peut être élu, bien sûr, qu'avec le soutien de l'UMP, du PS, du PC, du parti de gauche, du centre aussi, puisque par hypothèse, il a pris Bayrou, il annonce qu'il aura Bayrou comme Premier ministre. Bon. Et ce n'est pas invraisemblable. Il est évident que si le torrent migratoire continue de s'aggraver comme il devrait le faire à la suite de ce qui va se passer dans le monde, et ça c'est une autre question que nous traiterons un jour si vous voulez, eh bien un jour, les musulmans peuvent être majoritaires dans notre pays et ce qui n'est pas innocent, nous imposer la charia, c'est-à-dire le système politico-juridique qui est attaché à la religion islamique, qui n'est pas seulement une religion, qui est aussi un système politico-juridique. Voilà. Alors, son livre s'appelle Soumission, ce qui est la traduction du mot islam. Exactement, islam veut dire soumission, et il m'a un petit peu accroché. Alors, il a dit que j'étais un petit peu un abruti inculte. Mais on peut, comme j'ai dit dans mon tweet, on peut se tromper. Moi, je croyais à le regarder, que Houellebecq, c'était un clochard ivrogne. Donc, par conséquent, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est un livre intéressant quand même, parce qu'il soulève le problème, de la possibilité, à mon avis, la probabilité, si tout se passe comme ça, si le Front National n'arrive pas au pouvoir, eh bien, de voir un gouvernement qui impose dans notre pays la charia. Bien, et alors, donc je voulais vous savoir si vous aviez eu l'occasion de visionner la vidéo de Aymeric Chauprade et ce que vous en avez pensé. Écoutez, je l'ai non seulement visionné, mais je l'ai mis rattaché à mon tweet personnel, parce que, avant d'ailleurs la consigne donnée par Marine et le débat public qu'elle a ouvert sur ses relations avec Chauprade, ce que personnellement je pense regrettable. Je pense qu'on aurait plutôt dû réserver ce genre de débat aux instances internes du mouvement. C'est tout à fait normal qu'il y ait des divergences de vues sur un certain nombre de sujets, de problèmes, et il vaudrait mieux tout de même en parler ensemble avant que de mettre l'affaire sur la place publique. Bien, et alors votre déplacement prochain, c'est-à-dire là, à venir ce week-end, je sais que vous avez encore pas mal de... Il y avait d'abord mon déplacement ancien, j'étais en Vendée. Vous étiez en Vendée? J'étais en Vendée, une très très belle réunion, puisqu'il y avait plus de 400 couverts à ce déjeuner qu'il avait fallu, comment dirais-je, refuser du monde. D'ailleurs, dans ce domaine, moi je suis prêt, par Marine bien sûr, et peut-être Marion, à faire l'épreuve de la popularité avec n'importe lequel des dirigeants du Front National, s'il veut bien venir avec moi, où que ce soit, et pour voir si je suis aussi inoffensif qu'on le croit. Bien, et alors ce week-end, vous partez à Nice? Je vais à Nice, en effet, et puis je reviens à Paris. Je fais un dîner, je crois, avec le DPS. Et puis ensuite, le lendemain, une galette à Paris.
La galette des rois d'Île-de-France. La galette des rois d'Île-de-France, je crois que c'est au Brésil. Et donc je suis, entre autres, puis j'irai, je crois, il me semble que c'est à Albi ou encore un certain nombre de choses comme ça. Alors évidemment, je ne peux pas faire ça, être des parlementaires européens, conseiller régional et écrire mes mémoires en même temps. C'est pour ça que j'ai dit que j'écrirai mes mémoires quand je serai vieux. Bon, alors on a le temps. Bon, écoutez, je vous remercie infiniment. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.